Nous avons dit au début de 2021 que l'inflation serait le problème de l'année, qu'elle serait supérieure aux attentes consensuelles au premier semestre de 2021 et qu'elle resterait plus élevée dans la seconde moitié de l'année. Maintenant, je trouve intéressant que nous estimions un taux d'inflation légèrement inférieur aux prévisions consensuelles pour la deuxième moitié de 2022. Nous pensons que l'inflation persistera un peu à son niveau élevé actuel et qu'elle ne plafonnera probablement pas avant le premier trimestre de 2022, mais qu'elle redescendra sous 2,5% au troisième et quatrième trimestre de l'an prochain. Nous envisageons une baisse prochaine de l'inflation essentiellement fondée sur le PIB, qui a atteint un sommet aux États-Unis au deuxième trimestre de 2021 et qui devrait plafonner au Canada au deuxième semestre de cette année. Quelques facteurs expliquent pourquoi nous prévoyons cette diminution. Premièrement, les mesures de soutien gouvernemental seront moindres. Par exemple, la politique budgétaire a stimulé le PIB d'environ 12% cette année et, en revanche, le freinera d'environ 5% au cours de la prochaine année. Au Canada, le ratio du déficit budgétaire au PIB a été d'environ 6% cette année. Nous estimons un ratio d'environ la moitié l'an prochain. En ce qui a trait au déficit budgétaire américain, le ratio du déficit au PIB s'est établi à 15% cette année et nous prévoyons qu'il atteindra 6% en 2022. C'est donc un gros obstacle. Je crois aussi que la réduction des transferts gouvernementaux nuira aux revenus des ménages et que les gouvernements réduiront aussi leur programme d'assouplissement quantitatif l'an prochain. On s'attend à ce que la Réserve fédérale mette fin à son programme d'achat d'obligations d'ici juin 2022, alors que la Banque du Canada a mis fin au sien en octobre 2021. Outre le ralentissement de l'inflation qui devrait découler de la baisse du PIB, les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement devraient aussi s'estomper au cours des 4 prochains trimestres, à mesure que les pays rouvriront plus pleinement. Certaines préoccupations demeurent. Les coûts unitaires de main-d'œuvre, qui sont l'un des meilleurs indicateurs de l'évolution de l'inflation, demeurent contenus au Canada, mais ont bondi aux États-Unis. Par ailleurs, d'autres facteurs ont une incidence sur l'inflation. La hausse des prix du pétrole, des voitures et des aliments, ainsi que l'augmentation des salaires ont suscité des craintes. En ce qui concerne les produits de base, oui, leurs prix sont en hausse, mais bon nombre d'entre eux sont loin de leur sommet. Les prix du bois d'œuvre, du minerai de fer, du maïs, du cuivre et même du pétrole sont en baisse. Pour ce qui est des salaires, le taux horaire moyen a augmenté aux États-Unis, mais pas beaucoup au Canada, mais il y a ce qu'on appelle la surveillance des salaires de la Réserve fédérale d'Atlanta. Cette surveillance est un meilleur indicateur de l'évolution des salaires. Et cette surveillance des salaires de la Fed d'Atlanta montre que toutes les pressions que nous observons sont, en réalité, exercées sur les jeunes de 16 à 24 ans. Les salaires des personnes de 25 à 55 ans n'augmentent plus vraiment sur 12 mois, alors qu'ils étaient en hausse avant la COVID-19. Et chez les personnes de plus de 55 ans, le taux de croissance annuel des salaires a en fait diminué. Les banques centrales ont un peu effrayé les marchés. La Réserve fédérale a annoncé qu'elle réduira son programme d'achat d'obligations et qu'elle y mettra fin au milieu de l'année prochaine, d'ici juin, ce qui signifie qu'elle pourrait préparer le terrain pour une hausse des taux dès le troisième trimestre de l'année prochaine. C'est plutôt que ce à quoi les analystes s'attendaient. Au Canada, la Banque du Canada a mentionné que l'écart de production pourrait se rétrécir au deuxième trimestre de 2022 et qu'elle pourrait relever les taux au milieu de l'année. Une fois de plus, c'est plutôt que prévu. Les marchés des contrats à terme ont donc bougé très rapidement. Et je dirais trop rapidement pour tenir compte des hausses de taux, surtout ici où il prévoit 4 ou 5 hausses de taux de la Banque du Canada au cours des 12 prochains mois, et environ 2 hausses de taux des fonds de la Fed. N'oublions pas que les marchés des contrats à terme se trompent souvent et prévoient les hausses de taux de façon excessive. Et nous croyons que les banques centrales seront plutôt têtues que ne le prévoient les attentes consensuelles compte tenu de l'accent qu'elles mettent sur le plein emploi. La Fed et la Banque du Canada ont toutes deux un plan pour augmenter lentement les taux d'intérêt une fois que tous les groupes se seront redressés. Mais il pourrait y avoir ce que j'appelle un moment Mike Tyson. Comme l'a dit Mike, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on lui donne un coup de poing au visage. Les banques centrales ont un plan, mais le marché obligataire pourrait le faire dérailler. Les taux obligataires ou les taux d'intérêt à long terme pourraient encore augmenter légèrement, mais rien d'exagéré. Cette possibilité s'explique principalement par le fait que, même si la croissance du PIB ralentit, elle restera plutôt saine, aux alentours de 3%, tant au Canada qu'aux États-Unis, en 2022. Et l'inflation redescendra à un taux beaucoup plus près de 2 que de 3. Donc une légère hausse des taux obligataires est probablement justifiée, et la banque pourrait relever les taux, mais pas autant que ce que le marché prévoit actuellement. Que faire si on est une personne qui investit dans des titres à revenus fixes et qui s'inquiète du contexte actuel? Eh bien, les clients achètent des titres à revenus fixes pour essentiellement 3 raisons. Habituellement, pour diversifier en raison de la volatilité des actions, pour obtenir un revenu et pour préserver leur capital au moyen d'obligations. Rien de tout ça n'a vraiment changé. En ce qui concerne la diversification, examinons le point de départ. À l'heure actuelle, les obligations canadiennes offrent un rendement légèrement supérieur à 2% si l'on examine l'indice de référence. Prenons l'exemple des actions.
Voyons la moyenne sur 10 ans du ratio cours-bénéfice corrigé des variations cycliques sur le marché américain. Selon la Réserve fédérale de San Francisco, les actions ont toujours produit un rendement réel d'environ 0% au cours de la période de 10 ans suivante, lorsque le ratio cours-bénéfice corrigé des variations cycliques se situait à son niveau actuel aux États-Unis. Il est donc possible que les obligations et les actions enregistrent des rendements similaires pour les 10 prochaines années, après inflation. Ce n'est pas très intéressant pour aucune de ces deux catégories d'actifs. Donc, le point de départ nous indique qu'il est préférable d'avoir des obligations pour stabiliser votre portefeuille, et qu'il n'y a pas de changement en ce qui a trait au revenu. Elles procurent toujours un revenu. Oui, il est plus faible que par le passé, mais il en va de même pour la croissance et l'inflation lorsque l'on examine l'inflation en fonction de ses moyennes à long terme, et non pas en fonction de ce que nous observons dernièrement. En ce qui a trait à la préservation du capital, il n'y a pas de changement, donc toutes les raisons de détenir des obligations sont toujours bonnes. À mon avis, ça se résume davantage à ce que j'achète dans ma composante de titres à revenu fixe. Et cette composante devrait inclure des produits qui contiennent des obligations à rendement élevé, des obligations étrangères, peut-être des titres de créances de sociétés fermées, etc. Vous pourriez envisager des produits à duration plus courte si vous pensez que les taux augmenteront de façon plus importante. Il vous faut donc plus de levier dans un contexte de faible taux d'intérêt. Vous ne devriez pas vous priver de levier et diminuer votre diversification en n'investissant plus dans les obligations. Elles demeurent un levier important pour les investisseurs.